Benjamin, tu peux juste faire un signe quand je commence à m'étaler dans des lieux communs, hein, comme ça, ou alors vous. Hein, si je commence à vraiment raconter des trucs dont personne n'a rien à foutre, vous faites un geste, vous dites allez, à la on avance. Hein À la Misrahi. Ah, alors on met... Non, j'espère faire le travail moins bien que Misrahi et des proches, hein, parce que comme ça, au moins, on fera pas. D'ailleurs, oui, puis vous fiez pas trop à mon air intello, hein, moi je suis vraiment un crétin profond, hein, persuadé que je ne le suis pas. Vous voyez, on en est tous au même point. On est tous au même point. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas. Vous êtes rassurant, vous êtes beaucoup plus rassurant que moi, c'est vous qui devriez faire l'interview dans le fond. Pas de problème. Hein, donc s'il y a des questions que on filme hein, déjà. On filme. D'accord. Bon. Alors Jean-Marie Blas de Robles, bonjour. Bonjour. Je voulais vous dire, que Jean-Marie Blas de Robles, c'est votre vrai nom, c'est pas un pseudo. C'est un pseudo. C'est vrai? Oui, ça n'a pas grande importance. Donc le vrai, vous... Le vrai, c'est Jean-Marie Robles, mais il se trouve que j'ai été publié pour mes premiers romans au Seuil, qui était aussi l'éditeur de Emmanuel Robles. Et donc l'éditeur m'avait demandé de changer de nom pour ne pas apparaître sur le catalogue. Donc c'est pas un choix conscient que vous n'avez pas envie de... Oh, moi j'aurais bien gardé mon nom, Jean-Marie Robles, dont je suis très fier, mais en même temps mon pseudonyme me plaît beaucoup, je m'y suis attaché depuis tant d'années, d'autant que je me suis choisi un bel ancêtre, puisque Jean-Marie Blas de Robles était le premier éditeur de Cervantes et du Don Quichotte de Cervantes. D'où le... Ah oui, donc ça fait sens en fait. C'est pas du tout... parce que... Alors, pour que nos auditeurs soient bien au courant, enfin ceux qui visualisent là sur le site de la FNAC, bonjour, cliquez bien, tout ça. Je voulais savoir... moi, je suis arrivé à la page 69 de votre roman. Parce que c'est une somme. C'est pas qu'il soit difficile à lire. Moi, j'ai beaucoup aimé le lire. Et alors, quand même, je suis allé lire les critiques et ça revient souvent, cette histoire, je trouve ça vraiment... votre livre, comment vous avez fait un coup, votre livre est tellement impressionnant, mais qui va le lire, etc. Je ne trouve pas que c'est un débat complètement débile. Moi, je trouve ça inintéressant, je veux dire. J'ai pris du temps pour écrire un gros livre, mais j'ai pris du temps pour écrire un livre comme ceux que j'aime lire. Moi, j'ai aimé lire La Montagne Magique de Thomas Mann, qui fait 1000 pages. J'ai aimé lire Terra Nostra de Carlos Fuentes, qui fait 1200 pages. J'ai aimé lire toute la littérature américaine, Bolagne aujourd'hui, qui fait aussi plus de 1000 pages. Et donc moi j'ai simplement voulu me confronter à un gros livre où je puisse me laisser aller et raconter tout un tas d'histoires. Je veux dire, il y a les frères Karamazov aussi, ça fait environ 2000 pages. Oui, pourquoi pas. Je veux dire, la littérature, c'est pas un nombre de pages qui fait la littérature. En même temps, on parle de ça, mais Harry Potter, si on met tous les volumes ensemble, ça fait peut-être plus de 2000 pages. Absolument. Ouais, c'est vrai. J'ai lu votre CV, vous êtes voyageur, archéologue, spécialisé en archéologie sous-marine. Et qu'est-ce qui vous étonne là-dedans? Vous plongez jusqu'à combien en fait? Enfin, c'est pas une histoire de profondeur, c'est une histoire de travail sous l'eau. Donc il se trouve que moi j'ai travaillé sur la fouille du port d'Apollonia en Cyrénaïque, en Libye, et que le port d'Apollonia, qui est un port gréco-romain, est englouti par 9 mètres de profondeur. Et donc, j'ai plongé pendant 20 ans à 9 mètres de profondeur. Il ne s'agit pas d'aller chercher des galions à 60 mètres. Jean-Marc Barde. Absolument pas. Comme quoi les trésors sont émergés souvent près de la surface et il ne tient qu'à nous d'ouvrir les yeux pour les voir. Exactement. Ce sont des trésors d'architecture et d'information qui concernent justement cet établissement grec en Cyrénaïque. Et c'est plus important que de trouver des trésors en monnaie sonnante et trébuchante, même si ça nous est arrivé. C'est vrai? Du fric, vous en avez trouvé? J'ai trouvé quelques monnaies d'or et surtout des pièces de statuaires très très importantes pour l'histoire de la Cyrénaïque. Si on revenait au livre, par exemple. Revenons au livre. C'est d'abord la première chose qui m'avait frappé, parce que c'est vraiment un beau livre.
Est-ce que c'est vous vous êtes investi, je sais pas, dans le choix du papier, la couverture, tout ça. Enfin, moi, si j'étais un post-it, je passerais ma journée collée dessus, franchement. Enfin, il y a quelque chose de très... Ça, il faut rendre hommage aux éditions Zulma, qui sont des éditeurs dignes de ce nom et qui font un excellent travail d'éditeurs, qui poussent c'est eux qui ont poussé le perfectionnisme. La passion et le perfectionnisme jusqu'à... la typographie dedans. Exactement, ils sont seuls responsables de la beauté de l'objet et je leur en sais gré parce que c'est vraiment très très agréable d'avoir un beau livre et pas simplement un objet de lecture. Dans les romans, il y a souvent la première phrase qui tape comme ça. Vous savez, longtemps je me suis couché de bonne heure, aujourd'hui maman est morte. Qui est peut-être pas la plus percutante et la plus excitante de la littérature. Mais moi, quand même, je me suis dit, l'homme à la bite en pointe. C'est le premier mot chez vous. Moi, vraiment, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte ce type? Et après, vous faites arc. Et arc, il y a arc de l'arc de Schubert ou arc de Shakespeare. Alors je me suis dit, quelle est la référence qu'il voulait dire? Je m'arrête pas là. Et donc l'homme à l'habit, donc ça. Et puis fit la voix aiguë, nasillarde et comme avinée de Heidegger. Alors évidemment, moi je suis allé sur Internet pour chercher Heidegger en YouTube. C'est ce que vous pouvez faire. On trouve Heidegger en filmé, qui raconte des trucs sur le Dasein et le Dabei, et le Dabada, enfin tout ce qu'on veut en gros. Mais je ne l'ai pas trouvé ivre par contre. Enfin moi, je détecte pas les... Vous êtes sûr que vous êtes allé jusqu'à la page 140 parce que... Je vous jure, parce que il est tout de suite dit après que c'est un perroquet qui parle. Bien sûr, mais ça, l'un n'empêche pas l'autre. Donc le perroquet s'appelle Heidegger, puis là vous oubliez Heidegger. Oui, mais comme la voix... Sauf que la parole que... Il ne s'appelle pas Heidegger par hasard. Exactement, sauf qu'il déforme une parole de Heidegger qui est très importante pour le livre. C'est... Et qui est « L'homme habite en poète ». Est-ce que ça a un rapport avec l'ouverture de Goethe qui distingue le langage poétique du langage véhiculaire? Absolument pas. Parce que j'ai trouvé Heidegger qui parlait de Goethe sur Internet justement, et je me suis dit, il faut que je m'intéresse à l'écrivain aujourd'hui, je suis à la page 69, je fais vraiment mal mon boulot, alors je vais aller lui étaler ma science, ce qui est complètement ridicule vu qu'on laisse tomber. Et donc justement, Heidegger parlait de Goethe et des deux types de langage. Alors je me dis, tiens, c'est marrant, au début, comment c'est pas... Donc c'est un jeu de mots, c'est une référence que j'ai pas compris, vous me dégoûtez. C'est juste un petit jeu de mots, il faut oublier ça, ce sont des histoires. Moi j'aime raconter des histoires, j'aime raconter des fables, j'aime lire L'île au trésor, c'est un genre d'île au trésor multiplié par 100. Et puis voilà, après il y a des petits jeux littéraires, il y a des petites références, il y a aussi un roman qui flirte avec la philosophie, avec la métaphysique, avec le roman d'aventure, avec plein de choses. J'ai trouvé un mot que je ne connaissais pas, pampalesque. Non, vous le prononcez mal. Pampolesque? Palimpseste, peut-être. Palimpseste, exactement. Palimpseste? Palimpseste. Je m'en souviendrai à cause d'inceste dedans, ce truc qui m'a toujours excité sexuellement. Mais c'est un joli mot. Vous savez au moins ce que c'est maintenant? Alors, j'ai tenté. Un palimpseste. C'est-à-dire que c'est une superposition de plusieurs récits qui s'entrechoquent, mais pour. Bon, vous semblez, je veux dire. Ça c'est le sens figuré qui a été prêté à ce roman. Mais au départ, c'est un texte écrit, par exemple, au XIIe siècle, à l'encre sur du parchemin. Et quelqu'un, pour une raison que tout le monde ignore et ignorera toujours, l'a effacé, l'a gratté pour en écrire un autre. Et aujourd'hui, on a ce dernier texte, mais grâce aux méthodes modernes de l'archéologie et de la science, on peut lire le deuxième texte qui est en filigrane. On fait ça avec la peinture aussi, avec la Joconde, on trouve qu'avant, il avait peut-être dessiné autre chose. Alors que c'est le même système. Ah, pourquoi dans votre livre, les lecteurs ne doivent pas gratter votre texte enfin, intellectuellement parlant, j'imagine. Non, absolument pas. C'est simplement la métaphore de plusieurs histoires qui sont entremêlées. Il y a 4 ou 5 histoires qui se déroulent parallèlement. Et effectivement, ça donne une image de strate qu'on peut rapprocher des palimpsestes. Mais encore une fois, c'est une image de journaliste. On va retomber là-dedans. Hein Rappelez-moi, l'homme habite...
C'est en poète que l'homme habite sur cette terre. D'accord. Ouais. Prologue, je me suis dit, il va imiter. Ce qui est développé un petit peu après dans le cours de l'histoire. Je vous jure que j'ai lu jusqu'à la page 69. Parce que... Donc vous n'êtes pas arrivé à la solution de cette. Mais vous savez, cette rentrée, il y a 600 romans, cette rentrée littéraire, vous vous rendez compte du gâchis d'arbres. Peut-être que je vous vois, vous n'avez pas lu les 600. Comment on peut dire les choses? Puisque vous n'avez pas lu celui-là. Donc c'est le... Non, je vous jure. Bah, regardez, là j'ai mon marque-page. Hein, j'ai mon marque-page. Et non, il y a un très joli truc, c'est quand un homme veut se venger parce que ses employeurs ont fait du tort à son père qui a fondu dans un chaudron de confiture parce qu'aujourd'hui les gens achètent plus du chaudron de confiture que la cuivrerie, personne ne sait plus ce que c'est. Et l'usine lui remet un rail qui est voilà ce qui reste de ton père et cet homme-là caresse ce rail en disant papa je te vengerai. Ouais. C'est une des histoires de vengeance terrible dans ce livre. Et c'est ça, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça me faisait penser un peu à. Il y a parfois un truc qui me rappelle. On va faire des références, allons-y. Du Bouvard et Pécuchet. Enfin, dans cette image-là, j'ai vraiment trouvé que ça ressemblait à une idiotie, une jolie bêtise. Quoi. Enfin, ça, je trouvais ça assez excitant. Alors, par contre, j'ai pas compris Heidegger, mais ça, je me dis, ça, c'est le type qui caresse. En plus, il y a un machin un peu érotique. Passer directement de Heidegger à Bouvard et Pécuchet, ça me va aussi, je veux dire. Non, Bouvard et Pécuchet, c'est quand même Flaubert qui reste un de mes phares dans la littérature. Et donc voilà, pourquoi pas. Ça reste votre... Mais moi, je trouve au contraire, c'est une image forte et qui rend hommage à ces pauvres gens du Brésil que j'ai pu rencontrer quand j'ai vécu au Brésil. Des pauvres airs comme celui-là, comme Nelson, qui est obligé, l'allégé, qui est handicapé. Vous le saurez en lisant le livre. Et qui est obligé d'aller chercher sa nourriture sur les poubelles et de la disputer au vautour. Bon, ça me semble plutôt tragique qu'il ait son père entre les bras sous la forme d'un rail. Ouais, mais en même temps, c'est vrai. Et qu'il mûrisse vous-même, vous souriez quand vous en parlez, donc c'est vous qui me faites tragique. sourire. Mais non. C'est tragique, l'image. Pas un peu, j'ai appris plein de trucs. Aujourd'hui, l'homme à la bite en pointe, YouTube, ça je vous ai dit, Goethe, Eleazar Kircher, Entschuldigung. Vous avez aussi écrit Non, mais on va revenir au livre. Vous, Soledad, il y a souvent des textes en latin ou alors en portugais. Vous voyez un mélange comme ça, parfois aussi c'est voulu pour styliser, pour donner des trucs. Non, il y a puisqu'on parle de musique, il y a surtout un roman qui est construit comme une polyphonie baroque, avec une basse continue qui est une histoire qui se passe au XVIIe siècle, avec un jésuite, alors là, totalement tordu, bien plus que oui, parce Nelson. Il a fait un truc génial, il a dessiné les plans de la tour de Babel, il a deviné les mensurations de la tour de Babel. Il a fait mieux que ça, il a construit des orgues à chats, où il choisissait des chats pour leurs miaulements respectifs. Il les enfermait dans un buffet d'orgue, et ensuite il a joué devant le pape du Froberger ou du Frescobaldi, et chaque fois qu'il appuyait sur une touche, il y avait un marteau qui tombait sur la queue d'un chat, et ça faisait des concerts de miaulements, mais du Froberger. Entre autres, plus le déchiffrement des hiéroglyphes en se trompant, c'est quelqu'un qui s'est trompé sur tout, et qui a passé sa vie à construire ce genre de drôle de machine. Et c'est pour ça que ça m'a plu d'en faire un personnage de roman. Mais il se trompait avec classe, parce que quand même Champollion était persuadé que son système de déchiffrement des hiéroglyphes était le bon. Jusqu'à ce que lui découvre, que Champollion découvre... Absolument. Jusqu'à Champollion, on a cru que c'était lui qui avait déchiffré les hiéroglyphes, alors que tout est faux, qu'il écrit 6 pages de romans sur Isis et Osiris pour un cartouche qui veut dire aujourd'hui Ramsès II. C'est un humoriste, quelque part aussi, Athanase. Non, c'est un sérieux jésuite qui nous apparaît, nous, comme une curiosité, parce qu'effectivement, il a raté complètement la naissance de l'esprit scientifique.
Mais c'est un dinosaure de l'âge classique, de l'âge baroque. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des Athanases qui existent aussi, et peut-être qu'un jour, dans 2 siècles, quelqu'un va écrire la même chose. Vous pensez qu'aujourd'hui, un Athanase local, ça serait quoi? Oh, il y en a pléthore dans les universités. Pas de nom pour ne vexer personne. Non. Non. Est-ce qu'il revient à une question parce que vous savez, Proust, tout ça. Il suffit que la science aille plus vite que la musique, et puis, je ne sais pas, si dans 50 ans, le Big Bang est une théorie qui passera aux oubliettes parce qu'on aura trouvé une autre théorie plus mathématiquement vraie ou juste. Donc on dirait que Hubert Reeves était un Athanase. Tous ceux qui ont professé le Big Bang comme étant la dernière des vérités de l'astrophysique et de la cosmologie apparaîtront comme des cachets. Ouais. Ça, ce sont peut-être qu'un jour Einstein aux les oubliettes. hasards de l'histoire. Vous êtes né à Sidi Bel Abbès, en Algérie, en 54. Ce qui n'a aucun rapport avec votre livre d'ailleurs, mais je trouvais que c'était... Aucun intérêt, oui. Non, parce qu'il y a de côté creuset méditerranéen alors que ça parle du Brésil, mais ça n'a aucun truc. Non, mais allez plus loin, vous verrez que le fait d'être né en Algérie, par exemple, fait que mes racines, elles sont où? Ça m'a permis justement, étant pied noir, étant rapatrié, d'être quelqu'un qui s'adapte à tout et qui n'a pas vraiment de lieu précis, même si je me sens, et je suis français et parfaitement français, je me sens homme de la planète plutôt que d'un terroir quelconque. Et que je suis très à l'aise au Brésil ou en Afrique du Nord ou autour de la Méditerranée. Vous rentrez en Algérie de temps en temps? Non, puisque ce n'est pas mon pays, mais j'y vais régulièrement pour l'archéologie. Tipaza, tout ça. Entre autres, Tipaza c'est le plus connu, mais il y a des sites extraordinaires comme Djemila notamment, ou Timgad, ou des sites moins connus comme Mador. Ou la fameuse banane là au-dessus d'Alger, ça vous connaissez, El Khalash. Oui, bon, ça c'est pas de l'archéologie. C'est pas vraiment de l'archéologie. Qu'est-ce que... justement, Proust, une question qui me vient comme ça, parce qu'il y a une idée de questionnaire aussi un peu derrière, c'est Fnac, Gaspard Proust, fais-nous un truc original, fais-nous un questionnaire. Enfin, oui, les gens ont une imagination insoutenable. Vous, quelle île emmèneriez-vous dans un livre? Quel livre emmènerais-je dans un livre? Non, quelle île emmèneriez-vous Non, c'est plus poétique. Dans quelle île ou le livre? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Dans quelle île j'irais ou quelle livre emmèneriez-vous dans un livre? C'est par exemple, c'est votre île? Quelle île du verbe renverser la question. Vous avez vu ça? Oh là là. Quand je serai grand, je ferai des éditos. Quel art, quel art. Ouais, alors j'emmènerai l'île au trésor. 3 jours d'écriture, je ne vous raconte pas. J'emmènerai l'île au trésor, la carte de l'île au trésor. La carte de l'île au trésor. Ben oui. Les îles imaginaires sont toujours plus belles que les vraies. Ça, c'est une réponse d'écrivain, quand même. Très imaginaire. Non, c'est une réponse sincère de quelqu'un qui essaye de réfléchir avant de répondre et de pas dire des bêtises. Vous vous censurez beaucoup. Non. Je me méfie de la langue quand même. Je pense que c'est mieux de réfléchir avant de parler en général. C'est vrai. C'est ce que je disais à ma copine. Elle n'est pas d'accord. Elle s'est sauvée. Mais c'est une vraie. C'est tombé. C'est pas intéressant. Vous avez lu Il y a une autre question. Le livre, vous l'avez posé chez vous? Parce que bon, vous avez un exemplaire forcément. Vous l'avez relu? Je l'ai relu, oui. Mais récemment, non? Et il y a des trucs qui vous agacent, vous dites, ça c'est pas bon, là. Non. Non, parce qu'avant avant de le donner aux éditeurs, je l'avais relu déjà 7 fois. Donc il y a un moment où vous ne donnez que ce dont vous êtes parfaitement satisfait, à tort ou à raison. Mais peut-être dans 20 ans, je verrai des coquilles ou des choses que je ne réécrirai plus de la même façon, mais j'aurai 20 ans de plus et je ne serai plus le même. Là, pour l'instant, il me convient parfaitement. 20 ans de plus, 50, vous aurez 80. 74. Oui, je serai mort. Ah ouais? Oui. Vous avez prévu de pas... Oui, non. Avec la vie que je mène. Ouais, bien, une vie.
d'aventurier comme ça, désinvolte. Enfin, Pas du tout aventurier, non, je suis quelqu'un de très stable. Et vous faites encore de la plongée sous compte? Bien sûr, oui, mais ça c'est pas de l'aventure, ça c'est du travail. 9 mètres de profondeur, ça n'a jamais tué personne. Ouais, sauf celui qui ne sait pas nager. C'est pas complètement à côté de la plaque de devoir en fait expliquer un livre. De devoir le vendre, certainement. Complètement, le vendre, n'en parlons même pas, mais l'expliquer, je veux dire, il n'y a pas à l'expliquer, c'est un gâteau, il faut le manger. Vous allez expliquer votre part de tarte? Ah non, je trouve que c'est tout à fait... j'ai fait un bon gâteau, j'y ai mis toutes mes compétences, et puis je suis sûr qu'il est bon si on... Si c'était un gâteau, si on y plonge la cuillère. Donc ce serait plutôt un gâteau à la crème si on y met la cuillère. Ça serait pas un kouign-amann par exemple. Et au chocolat. Un marbré quoi. Un marbré. Ça changera des jungles d'histoire, un marbré d'histoire. Avant de terminer, vous n'arrivez pas à me faire une dédicace dans le bouquin? Parce que... Une dédicace pour vous? Bah ouais. Vous croyez-vous la mériter? Vous avez vu quand même mon trace quand même vachement sérieux. Je vois que c'est un travail super sérieux, il y a au moins 3 graffitis. Non, mais parce qu'il y a tout le reste. Non, je plaisante, ce sera avec plaisir, absolument. C'est pas tous les jours qu'on dédicace son livre à Proust.